on est en direct ce soir avec Estelle Faye pour parler de Cicatrice qui paraît aujourd'hui aux éditions Rajo. Au jour de sortie, j'ai travaillé. Voilà, c'est ça, dans cette collection New Adulte. Et donc, c'est un roman en un seul tome qui est beaucoup trop beau, juste parce qu'on ne voit pas trop, voilà, il est vraiment beaucoup trop beau. Et dans les trucs qui plaisent, c'est que c'est une jeune illustratrice qui a repéré la graphiste de Rajo, qui fait un super travail, et je trouve que c'est un des trucs cool de cet éditeur, c'est qu'ils vont pas forcément prendre les illustrateurs qu'à tout le monde, ils vont chercher un peu des sensibilités différentes, et c'est très cool. C'est une belle couverture qui fonctionne bien avec le bouquin. Hein. Voilà. Donc, justement, le livre Cicatrice, on va faire un petit résumé qui spoile pas trop. Je fais un petit résumé. Oui. Donc, grosso modo, Cicatrice, on suit May, elle a 24 ans, et 9 mois plus tôt avant le début du livre, elle avait genre une vie de rêve. May, elle est née et a grandi en banlieue parisienne, porte de Clignancourt. L'avantage, si j'en parle ici, c'est que tout le monde connaît. Elle a été élevée par son oncle antiquaire parce que ses parents c'était compliqué, et donc quelques mois avant le début du livre, elle avait une vie géniale, elle avait une meilleure amie qu'elle adorait, elle était comédienne et on venait de lui proposer The Rôle dans une grande production en costume pan-européenne où elle allait avoir des scènes en costume, où elle allait se battre au sabre, où elle allait partir tourner à l'autre bout du monde, bref, c'était le bonheur. Elle avait un ex toxique, mais justement c'était un ex, donc ça allait mieux. Et en gros, en une nuit, elle a tout perdu. Accident de voiture dans la forêt de Fontainebleau, c'est elle qui conduisait. Elle a tué sa meilleure amie, s'est tuée dans l'accident, elle a dit qu'elle l'a tuée. Bon, son ex aussi. Et elle s'en est tirée avec des grandes cicatrices, aussi bien extérieures qu'intérieures. Elle a mis fin à sa carrière. Et après quand même 2 longs mois hôpital, rééduque, tout ça, elle décide de partir à l'autre bout du monde pour refaire sa vie. Sauf que comme ses finances sont limitées, l'autre bout du monde, c'est un petit port du nord de l'Angleterre, où il y a un collègue de son oncle qui l'invite à travailler dans son magasin d'antiquités. Donc c'est un petit village fleuri, touristique, mignon, où elle pense qu'elle va pouvoir se reconstruire dans le calme et la sérénité. Manque de chance, elle est tombée dans un roman d'horreur à moi. Voilà. Donc justement, même je crois que c'est sur la 4e également, on parle de slow burn horreur. C'est quoi le slow burn? En fait, l'idée, c'est que c'est pas de l'horreur qui va vous sauter à la gueule, vous faire des grandes pages gore tout de suite, etc. Ça met son temps à arriver, c'est beaucoup d'ambiance, beaucoup d'atmosphère, beaucoup de cauchemars, d'angoisse qui montent. Voilà, et avec des moments, mine de rien, où ça va mieux aussi, parce que c'est bien les jolis moments, ça met en valeur quand c'est horrible. Et voilà, et donc c'est ça l'idée, c'est vraiment, en fait, c'est comme le slow burn en romance, quoi. On va pas passer tout de suite aux scènes méga spicy, et là on passe pas tout de suite aux scènes méga gore, mais juste on laisse monter un peu, pour vous faire plus mal quand ça arrive. Non, et puis aussi parce que, en horreur, c'est vrai que surtout en France, on a une vision de l'horreur, c'est genre des trucs super malaisants, super... Et c'est pas que ça l'horreur. Je veux dire, c'est aussi des trucs qui prennent leur temps, c'est des ambiances, c'est des atmosphères, c'est des trucs qui nous enveloppent. Tout ce qui est roman gothique aussi, je suis une très très grosse fan de roman gothique, je pense que ça soit un peu dans ce et donc, on aime, enfin je sais pas pour vous dans la salle, mais je pense qu'on est quand même plusieurs à bien aimer ces ambiances. Les ambiances des romans de Shirley Jackson par exemple, donc la maison hantée, tout ça. Et c'est vraiment ça en fait. Et donc c'est surtout là-dessus que j'ai voulu travailler, plus que sur des grandes scènes gorasses ou sur du gros malaise ou tout ça quoi. Et c'est des très chouettes branches de l'horreur aussi, mais c'est juste pas celle qui m'intéressait là. Voilà. Donc cette petite ville de Sismouth, qui est évidemment une ville inventée, parce que de toute façon sinon il y aurait des problèmes avec l'office du tourisme anglais pour dire que non, on n'a pas envie d'aller là. Est-ce qu'il y a des lieux qui t'ont inspiré pour créer cette ville? Beaucoup, mais en fait c'est drôle, c'est une ville qui me tourne dans la tête depuis super longtemps. Et c'est une ville fictive qui revient un peu dans plusieurs de mes livres. Alors elle est revenue dans des nouvelles que j'ai écrites. Mais souvent en fond en fait, c'est par exemple dans une nouvelle que j'avais écrite pour les éditions du Chat Noir, je pense qu'il y en a qui connaissent dans la salle. Oui. C'était une petite maison d'édition française qui était très branchée littérature gothique, horreur et tout ça, qui là est en train de fermer, donc gros regret, mais déjà merci pour tout ce qu'ils ont amené en France. Et donc par exemple j'avais écrit une nouvelle pour eux et il y avait déjà un antiquaire mais qui était à San Francisco et il avait des vestiges qui venaient de Sismouth par exemple. Donc en fait elle est là un peu dans tous mes romans. Et aussi, elle a une place vraiment importante, mais dans sa version 18e siècle, dans mon roman maritime sur lequel j'ai travaillé pendant 16 ans. Et donc, elle est faite de plein de bouts de villes
de villes portuaires et tout ça, que j'ai vu en Angleterre, en Écosse, en France. Mais elle est tellement là, si tu veux, dans mon imaginaire, que pour moi, en fait, ça fait toute première nouvelle sérieuse. Alors là, ça remonte. Nous remontons à 2008. Je suis en train de terminer mon école de cinéma. On prépare des lectures de scénario. Je m'ennuie comme un rat mort, parce que je m'ennuie très facilement. Et là, une amie me dit que sur Internet, elle voit tourner un appel à texte pour une nouvelle, pour une collection de fantaisie qui se monte chez les éditions Calman Levy. Ils cherchent des nouvelles sur les dragons. Et donc j'écris une nouvelle en un week-end, parce qu'en fait, l'appel à texte, il finissait lundi. Et grosso modo, cette nouvelle, évidemment, il y a du maritime dedans, parce que d'abord, j'adore le maritime. Et parce que aussi, donc il y a une cousine qui venait de m'offrir les BD Long John Silver, qui sont très très chouettes. Voilà, donc en gros j'avais ça dans la tête. Et pour tenir, non parce que écrire une nouvelle en un week-end, pour moi à l'époque c'était comment j'arriverais à faire ça quoi en fait. Et maintenant ça s'appelle Mardi. Et ce qui prouve que s'il y en a qui écrivent ici, je vous assure, en écriture, l'expérience et l'entraînement ça fonctionne. Bref, et donc j'écris cette nouvelle et je l'écris en écoutant en boucle la musique du Rocky Horror Picture Show. Donc effectivement la moitié de mes persos sont queer. Et effectivement ça parle de maritime. Et en fait, cette nouvelle, c'est déjà, ça joue un peu sur les formats, parce que j'aime bien ça en nouvelle. Et donc, c'est une lettre trouvée dans une vareuse, dans une friperie de Sismos. Et c'est la première ligne. Et vraiment, à l'époque, j'ai mis ça pour avoir un nom de ville, en fait. Et je savais pas du tout ce que ça allait donner ensuite, je savais pas que j'allais devenir romancière ensuite, enfin, tu vois, je savais pas tout ça. Moi, j'étais en train de sortir d'école de ciné, je me préparais à être scénariste. Donc, mais c'est là que Sismos a commencé à exister. C'était ma première vraie nouvelle, c'est grâce à elle que j'ai rencontré mes premiers éditeurs, que j'ai fait mes premiers livres. J'étais avec, tu vois, dans l'anthologie, il y avait toutes les stars de l'époque. Il y avait Francis Berthelot, qui est un auteur incroyable que j'adore. Enfin, donc il y avait Fabrice Collin, il y avait Mélanie Fazi, tu vois. Donc moi j'étais hyper starstruck, j'étais dans la même anthologie que Mélanie Fazi. Voilà. Et donc c'est vrai que c'était un peu, c'est là que Sismos est né. Vraiment parce que il me fallait un nom quelque part. Et la ville, elle apparaît pas dans la nouvelle. Elle apparaît juste parce qu'il y a cette lettre qui a été trouvée dans une vareuse. C'est tout. Et après, elle a continué à vivre dans ma tête, tu vois. Voilà. Et oui, elle existe Ouais, depuis longtemps. ouais. Donc, il fallait bien à un moment donné qu'elle ait le droit à son roman à elle toute seule. En fait, sinon, c'est une ville où il se passe beaucoup de choses, si tu veux, dans ma tête et dans l'histoire que j'ai inventée. Mais c'est vrai qu'il y a 2-3 choses. C'est déjà comment la faire exister et où trouver la collection, l'éditeur chez qui Sismos va être à sa place. Et c'est vrai que, par exemple, il y a un moment, il y avait une grosse mode, il y a une dizaine d'années, de tout ce qui était urban fantasy en France. Il y en a qui doivent connaître dans la salle. Et en gros, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas dans la salle? Ok. Donc, grosso modo, il y a une grosse mode de l'urban fantasy. Et je m'étais dit, par exemple, ça pourrait peut-être coller en urban fantasy, mais c'est trop atmosphérique. Et puis, l'urban, à cette époque, elle était très cadrée. C'était beaucoup, si on voulait un gros éditeur, d'avoir des histoires qui se passent aux États-Unis, par exemple. Et moi, pourquoi j'allais mettre ça aux États-Unis si sinon, ça n'allait pas aux États-Unis, quoi. Donc, j'y avais un peu pensé, et puis c'était pas le moment. Donc, je reprends ma petite histoire. Et je la remets dans mon ordinateur. Et en fait, la chance que j'ai, c'est que j'ai plein d'idées dans la tête. Donc, on parle de d'autres histoires, avec d'autres gens. Et vraiment, comme je disais en entrée, mais je le répète pour Instagram, donc désolé, vous l'avez 2 fois. À un moment, je fais une présentation de livres de Rajon. Et ils présentent leur collection New Adult et ce qu'ils cherchent. Et là, je me dis, mais ça peut peut-être être enfin la maison pour Sismos. Donc, je leur en parle. Et donc, c'est la ville qui donne l'histoire plus que l'histoire qui fait que... En fait, oui et non. C'est-à-dire que j'ai cette ville en tête, tu vois, mais il y a plein d'histoires que j'ai envie de raconter qui vont y passer. Mais c'est jamais elle qui fait l'histoire. Parce que là, c'est le personnage de May, c'est vraiment... C'est venu aussi cette idée de faire un perso féminin qui soit chaotique et qui ait des défauts qui d'habitude sont des défauts qui sont séduisants chez les mecs mais pas chez les filles. Et donc c'était aussi de travailler ça, tu vois, par exemple. C'était de travailler un personnage qui, mine de rien, fasse le lien entre mon côté, donc région parisienne, le côté, mine de rien, May elle a été comédienne, tu vois, moi j'étais comédienne, enfin c'est ce lien aussi. Et puis mes rêves d'autres choses, mes rêves d'océan, mes rêves donc de culture anglo-saxonne, etc. Qui sont des cultures qui m'ont beaucoup marqué, encore une fois sur le roman gothique et tout. Et donc voilà, c'est un peu un personnage qui fait cette transition-là en fait.
Et donc c'est parti de là, mais c'est comme si Sismousse dans ma tête, elle était là pour abriter des bouts de d'autres histoires, tu vois. En fait, pour quelque part être un endroit où il y a des histoires à moi qui peuvent se passer, soit entièrement, quasiment, puisque là c'est entièrement à Sismousse, soit juste une référence d'une maison d'antiquité. Soit dans le roman maritime, c'est une escale. Mais en fait, le roman maritime, c'est genre 1 million de signes. C'est gros 1 million de signes. Tout le monde voit comment on compte en signes pour les livres. Pour vous donner une idée, ça c'est environ 400 000 signes. Le roman maritime, c'est 1 million. Voilà. Plus ou moins. Et là, c'est une escale. C'est quelques chapitres. Et donc, voilà, c'est un peu mon endroit, comment dire. C'est un peu mon endroit de rêve à moi, en fait, je pense. C'est créé sans faire exprès, mais il y a tout ce que j'aime. C'est-à-dire, c'est sombre, c'est gothique, il ne fait pas trop chaud. C'est au bord de l'océan, au bord de la mer, j'aime bien. Voilà, donc et il y a des histoires et des malédictions anciennes. Et c'est pas une malédiction vraiment, enfin, il y a des histoires qui peuvent un peu bouger aussi au fil des livres et tout, c'est pas... Il n'y a pas un gros lore de Sismousse fixé dans ma tête façon jeu de rôle en fait. C'est plus une atmosphère, c'est une ambiance, c'est quelques lieux et qui restent au fil du temps. Par exemple, l'ancienne... Donc, là où habite l'un des personnages de l'histoire est un ancien établissement qui était en service au XVIIe et XVIIIe siècle pour certaines raisons que je vous laisse découvrir dans le livre. Parce que je ne veux pas spoiler. Et par exemple, cet établissement-là, on voit sa version 18e dans mon roman maritime, où il y a une ou deux scènes un peu importantes qui se passent, et notamment des personnages qui se fait voler sa seule veste. On est en plein hiver, c'est un problème pour lui. Et là, on est de nos jours. Et qu'est-ce que cet établissement est devenu en fait? Et donc c'est un lieu qui pour moi a une histoire. Mais le reste de la ville autour, j'ai pas fait un plan de Sismousse façon plan de jeu de rôle comme je faisais quand j'étais maître de jeu, quoi. C'est plus un réceptacle à imaginaire, si tu veux. Et donc dans un lointain futur, quand on se penchera sur ton œuvre, on te fera un équivalent de ce que les gens font sur Lovecraft avec ces lieux et quand même, parce que moi je suis... En fait, j'aime bien les lieux imaginaires. J'aime bien quand on crée des lieux qui pourraient exister, mais qui sont nos lieux imaginaires. Il y en a certains qui existent tellement que pour nous, en fait, ils sont devenus... pour nous, les lecteurs, en tout cas, quand on les lit, ils sont réels. Donc, et c'est des lieux qui existent, qui ont leur propre géographie, leur propre carte. Et après, il y a même parfois d'autres auteurs qui viennent jouer dedans et tout. Et j'adore ça, quoi. Et donc, je trouve que c'est une couche qui rend le monde plus grand et plus intéressant. Et voilà, et ça, c'est mon petit lieu imaginaire à moi, mais qui n'est pas né d'une volonté concrète, en fait. Je me suis pas dit, là, je vais créer une ville de bord de mer, et ça sera ma ville à moi, donc qui sera déployée de livre en livre. C'est plus comme si c'était une sorte d'organisme qui soit développé un peu dans plein de sens et tout, ça fait beaucoup plus roman d'horreur et voilà, et qui vient un peu dans plein de mes histoires, mettre ces petites branchules visqueuses, voilà, et qui sentent la marée et les fantômes. Il fait vraiment pas beau dans ce... Oui, c'est bien, j'aime bien. Dans Ouijigo, c'était pas spécialement le cas non plus. Oui. Est-ce que l'horreur, il faut vraiment qu'il fasse un temps pourri? Ah non, non, parce que un film d'horreur les plus efficaces au monde, c'est Massacre à la tronçonneuse, c'est l'horreur sous un grand soleil, quoi. Il fait beau, il fait chaud, ça crame. Moi, objectivement, l'horreur dans la vraie vie, c'est la canicule pour moi. Hein. Donc, le ton gris et froid, j'aime bien. Mais en fait, je sais pas, pour ceux qui lisent l'horreur dans la salle, pour moi, il y a grosso modo 2 grosses lignes dans l'horreur. Il y a la partie qui nous met vraiment mal à l'aise et tout, et qui est vraiment dure à supporter et tout, il faut qu'il y en ait un peu de ça quand même, quoi, parce qu'on est là pour ça aussi. Mais il y a toute la partie où, mine de rien, c'est la maison. Où on a des ambiances qu'on aime bien, où on a ces automnes gothiques dans lesquels on marche dans la forêt où il y a des fantômes. Où on a donc ces printemps un peu brumeux, où on va peut-être un peu flirter avec un sorcier maudit millénaire. Mais c'est cool aussi de flirter avec un sorcier maudit millénaire. Voilà, bon, après c'est un peu dangereux aussi, mais justement, c'est de l'horreur. Voilà, et on sait pas s'il va finir très très vivant à la fin ou pas, mais ça ajoute, il y a du suspense. Oui, ça c'est le principe un peu de l'horreur, de se demander si... Voilà, enfin, je pense que je suis pas la seule à relire certains livres juste pour l'ambiance, juste pour être dedans à nouveau, quoi. Voilà, quoi, c'est... Oui, même si on sait comment ça finit. Même si on sait comment ça finit, mais je veux dire, je sais plus combien de fois, voilà, j'ai relu certains romans juste pour être sur des landes écossaises par des jours de brume, c'est tout. Donc, Maï, tu l'as dit, il y a le côté cinéma, évidemment.
Et t'as choisi de faire un personnage vraiment cabossé par la vie. Cette histoire, elle pouvait pas être sur un personnage qui allait bien. Bah, en fait, c'est pareil. Évidemment, il y a plein de manières de faire de l'horreur, mais grosso modo, vous avez deux très grosses branches quand même. Vous prenez des persos qui quand même vont bien et vous les amenez dans un lieu et ça va aller mal. Voilà. Ça, c'est par exemple Calme Blanc, je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit couple tout joli dans un bateau et puis recueille un naufragé. Manque de chance, le naufragé est joué par Billy Zane, ce qui déjà, pour ceux qui connaissent le cinéma d'horreur, est un indice. Donc, c'est beaucoup, tous les home invasion par exemple, les petites familles parfaites, et puis il va y avoir quelqu'un qui leur tombe dessus. Après, vous avez le niveau au-dessus, c'est la petite famille en apparence parfaite, il y a quelqu'un qui leur tombe dessus, en fait on s'aperçoit que la petite famille, ils étaient déjà pas super bien au départ. Et enfin, il y a l'autre branche. Après, évidemment, c'est des spectres, hein, c'est pas des catégorisations. Mais on amène un personnage qui, déjà lui-même, est cabossé quelque part. Voire on amène un personnage qui est parfois plus cabossé en apparence que le lieu où il va, en fait. Et là, c'est le personnage cassé qui arrive dans le lieu joli et tout, et bah, ça va pas forcément bien se passer, soit parce que ce perso va effectivement faire du mal au lieu. Dans un perso très négatif, c'est par exemple, si vous avez vu Something Wicked, This Way Come, on a une petite ville où tout se passe bien, et on a une fête foraine qui arrive, et c'est pas moins bien se passer. Et soit, mine de rien, parce que ce perso va révéler quelque chose du lieu, va réagir avec le lieu, en fait. Et quelque part, c'est deux trucs sombres qui vont se rencontrer. Et moi, j'aime bien les personnages, je pense que ça se voit, les personnages qui n'ont pas forcément des vies super faciles, qui sont un peu cabossés, qui sont un peu cassés par la vie. Et comment le monde, en fait, va réagir, et comment eux, ils vont réagir par rapport au monde aussi. Il y a une sorte... J'aime bien quand le personnage interagit vraiment avec le monde, qu'il y a presque un dialogue, tu vois, entre le lieu, entre le monde, entre l'endroit où il arrive et le personnage. Donc, et donc May, c'est un peu ça. Et puis, mine de rien aussi, je pense que on est beaucoup à au moins avoir eu 2-3 trucs qui nous ont un peu tapé dans l'existence. Et quelque part, de trouver des personnages qui sont un peu cassés dans les livres, ça permet aussi de se retrouver un peu dedans, ou mine de rien, qui nous aide à faire notre chemin. Et paradoxalement, les personnages très cassés, on les trouve beaucoup dans deux styles de livres. Enfin, c'est paradoxal qu'en apparence, mais finalement, des personnages très cassés, il y en a dans deux styles de livres. Il y en a dans l'horreur et il y en a dans le feel-good. Et le feel-good, c'est beaucoup de personnages bien cassés en apparence, ou même bien cassés au début, et qui vont se reconstruire. Et c'est ça qui va faire du feel-good. Et quelque part, l'horreur, c'est un peu une sorte de feel-good, tu vois, par moment, on prend des personnages cassés, et ils vont leur arriver des histoires intéressantes. Mais en fait, le pire, c'est qu'il y a plein de moments d'horreur où effectivement le perso va mieux à la fin. Alors, il y a un roman d'horreur que j'adore, et que j'aime encore plus depuis ma première aventure avec Rajo. C'est La part des ténèbres. Je ne sais pas si vous connaissez au fond. Et en fait, La part des ténèbres, c'est un Stephen King peu connu qui l'a lu dans la salle. Voilà. Oui, non, mais. Et grosso modo, c'est un auteur qui veut écrire son grand roman américain bien mis, et alors, il s'est créé un double qui lui écrit du roman hyper sombre, hyper façon thriller et tout. Et puis un jour, il décide d'enterrer son double parce qu'il y a un journaliste qui a vu le truc. Et donc voilà, et donc il dit je vais tuer mon double, et il met en scène l'enterrement de son double, manque de chance, son double se met à exister et vient un petit peu, donc, voilà, mettre un certain désordre dans sa vie. Et à la fin, finalement, je peux le spoiler la fin ? Mais grosso modo, ça finit pas forcément mal pour les personnages en fait. Parce que par moments, le personnage du film d'horreur, il va apprendre quelque chose, il va grandir, il va se rendre compte de quelque chose, il va survivre à quelque chose. C'est la Final Girl dans les films où il y a tout un groupe d'ados qui meurent, sauf une fille, par exemple. Mais elle va en sortir et grandir quelque part. Donc, voilà, dire que l'horreur c'est un genre forcément nihiliste, pas forcément. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires d'horreur qui sont, mine de rien, des histoires initiatiques ou des histoires de reconstruction. Où finalement, traverser quelque part l'enfer, par exemple, ça va ressouder un duo frère-sœur qui s'était éloigné. Et finalement, une fois qu'ils ont vu tous leurs amis mourir dans un musée de cire où en fait les statues étaient autrefois humaines, et ben ils vont aller mieux. Voilà. Non, mais parce que non, mais si tu veux, c'est... Voilà, et donc pour ceux qui ont suivi dans la salle, le premier roman que j'ai fait avec Rajo, c'était La Sirène et la Licorne. Pour plein de raisons, à l'époque, c'est mon seul roman feel-good pour l'instant. Et de vrai feel-good, hein, je veux dire. Genre sans... Voilà, enfin, sans truc sombre dans la mer. Mais je l'ai fait pour plein de raisons à l'époque sous pseudo, en fait, tu vois.
Et donc là, voilà, ça me parlait vachement. J'ai relu La part des ténèbres à cette époque et tout. Ah, quand même, qu'est-ce que ça sonnerait et tout. Ouais, non, mais ça va, moi, si j'avais un double, mon double, elle serait toute fluffy avec des cheveux roses et tout. Donc, mais oui, effectivement, le côté feel good, on mange plein de gâteaux dans ce. Oui, il y a un gros truc de nourriture anglaise. Oui. Alors, il y a une partie nourriture anglaise qui n'est pas forcément du goût de tout le monde, mais en fait, j'adore la nourriture anglaise. J'adore la pâtisserie anglaise. Oui, on peut me juger. Je sens que le premier rang me juge, une partie du premier rang me juge. Voilà. Mais il y a une partie notamment de la gastronomie anglaise que j'aime beaucoup, et notamment de la pâtisserie, parce que j'aime la pâtisserie pas trop sucrée, pleine d'épices. Et cette pâtisserie-là anglaise, on la trouve pas forcément sur Paris en fait. Donc c'est horrible, si je veux manger un vrai gâteau de carottes, je dois le cuisiner moi-même et je cuisine mal. Et c'est vrai que j'aime bien ça. Et puis, je suis très très branchée boisson chaude. Donc là-dedans, il y a du thé, il y a du café, il y a tout ça. Et j'aime bien. C'est vrai qu'en plus, pour moi, depuis que je suis toute petite, le repas le plus important de la journée, c'est le goûter. Parce que c'est fun. Et j'avoue, le high tea, ça me parle, mais complètement. Cette idée de se poser pour discuter avec des gens en buvant du thé et en mangeant des trucs. C'est un concept absolument parfait. Tout n'est pas parfait en Angleterre, loin de là, mais le high tea, ça l'est. Et on a aussi plein de clins d'œil. Alors déjà, je vais commencer par Galahad. Un jour, on aura un bouquin parce que c'est un pop comme ça. En fait, j'aime bien mettre des références à Galahad dans les livres parce qu'un de mes persos favoris, un de mes types de persos favoris, c'est vraiment le perso qui est trop bon et trop moral pour son environnement. Galahad, c'est un peu ça, tu vois. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des références à Galahad. Après, j'ai aussi mon lot de références, si tu veux, un peu... Voilà, que j'assume, parce que j'assume que je viens quand même de certaines littératures, je viens de certains crossovers de littérature, tu vois, gothique, horreur, qui croisent les mythologies celtiques, qui croisent la matière de Bretagne, enfin tout ça. C'est une sorte de gros chaudron dans lequel je puise des trucs. Et puis après, on sent vraiment qu'on est sur un roman qui n'a beau ne pas être anglais, s'en approche le plus possible avec la référence à cette scène mythique qui a maintenant 31 ans. Oui, il y a une scène mythique qui a 31 ans qui est régulièrement réutilisée par plein de gens parce qu'il y a un lac et parce qu'il y a une chemise qui devient transparente. Donc il fallait une touche du truc le plus british du monde au milieu du bouquin. Il y a beaucoup de trucs british. En fait, il y a plein de petites références. Moi, je sais même pas si on les voit. Par exemple, il y a des shortbread qui portent des messages. Oui. Pas forcément, comment dire, subtil. Voilà. Mais mine de rien, pour moi, il y a une petite référence à la base à Alice au Pays des Merveilles. Tu vois. Et il y a, oui, voilà, enfin, donc, mais ça, j'assume complètement que quand je fais des univers anglo-saxons, pour le coup, c'est des endroits, évidemment, dans lesquels j'ai voyagé, mais surtout ces endroits sur lesquels j'ai beaucoup lu. Parce que j'ai la chance, grâce à ma mère, d'être bilingue anglais, et donc de lire en anglais hyper facilement depuis le lycée, en fait. Et c'est vrai que ça me permet de beaucoup lire en anglais. Et pour moi, ça fait partie vraiment, enfin, même avant le lycée, un des livres vraiment, enfin, un des livres sur lesquels j'ai complètement flashé au collège, qui est un de mes livres formateurs, c'est, voilà, enfin, c'est Jeanne Eyre. Parce que une héroïne qui se défend à une époque où on n'en avait pas beaucoup. Parce qu'une ambiance gothique, parce que des mystères, parce qu'à un moment, donc elle envoie bouler le gars riche dont elle est quand même un peu amoureuse, mais parce que elle préfère quand même que les choses soient claires et qu'elle fasse son chemin. Donc, Team Jeanne Eyre. Et voilà, et c'est vrai que c'est des univers et des ambiances qui m'ont énormément marqué. Mais justement, j'assume complètement le fait que quand je crée un livre dans un univers anglo-saxon, c'est autant un univers anglo-saxon littéraire que réel. En fait. Et toutes les petites notes, elles sont là pour ça. Il y a bientôt 3 ans, tu étais venu nous présenter un recueil de nouvelles qui s'appelait Nous parlons depuis les ténèbres, et on avait un peu parlé de la place de l'horrifique en France. Comment est-ce que tu penses que ça a évolué? Est-ce que ça a évolué? Alors là, cette fois, j'ai l'impression, après, s'il y a des gens dans la salle qui ont un avis là-dessus, n'hésitez pas à le donner aussi, parce que moi je le vois depuis mon petit truc d'office. J'ai l'impression qu'en tout cas, il y a une envie, si tu veux. Il y a une envie, il y a un engouement. Par exemple, on a fait une table ronde sur l'horreur à l'Ouest Hurlant, elle était méga pleine, alors qu'elle n'était même pas sur le site même du festival, il fallait marcher pour y aller. Et il faisait chaud, il fallait marcher sous la chaleur. Donc, et c'était quand même méga plein, quoi. J'ai l'impression, voilà, il y a des collections d'horreur qui se lancent un peu partout. Il y a Nick chez Fleuve, il y a donc la collection de Vincent Mondiaux, Nocturne, chez Actes Sud Junior.
Enfin, il y a des choses qui... Et il y a des livres d'horreur qui paraissent un peu partout. Donc il y a clairement une envie du monde éditorial plus qu'à une époque. Donc il y a déjà des gens qui disent « Oui, non mais l'horreur c'est la nouvelle romance, c'est la nouvelle romantésie ». Là par contre, je pense qu'il faut rester un tout petit peu quand même prudent. Oui, voilà. Parce que, notamment, on est un paysage en France, ce que je vois moi quand je parle, on est un paysage en France où l'horreur a souvent été le parent pauvre de la culture, le parent le moins considéré, et très souvent aussi, on a une vision de l'horreur en France qui est, ce que je disais au début, très cliché, très caricatural en fait. Très, de toute manière, c'est juste du gros gore malsain qui va me faire mal. Et ça, c'est vrai qu'il y a un public qui connaît l'horreur, qui sait ce qu'il va chercher, qui sait ce qu'il aime. Et ce public-là, je pense qu'il n'a pas trop de mal à sortir des cases et tout ça. Mais il y a un public qui encore, quand il lit de l'horreur, il ne sait même pas que c'est de l'horreur. Enfin, moi, je connais des gens qui lisent toutes les sorties de Stephen King et qui disent « Moi, j'aime pas l'horreur ». Voilà. Mais je pense que je ne suis pas la seule à en connaître. Et voilà, enfin, je vois des gens qui vont lire des thrillers hyper hardcore, mais qui disent « Oh non, l'horreur, j'ai trop peur d'avoir mal ». Voilà, je vois des gens qui vont lire des livres qui sont présentés comme de la littérature blanche, et qui sont très très bien, mais comme Notre part de nuit et tout ça, et qui après vont dire « Mais moi, je lis pas d'horreur ». Donc, ou des gens qui vont se manger des tonnes de littérature 19e ultra gothique et ultra sombre, et qui vont dire « Mais non, mais l'horreur, c'est pas pour moi ». Ou des gens qui vont se dire « L'horreur, c'est pas littéraire, par exemple ». Ou etc. Donc, il y a... En fait, de l'horreur, il y en a déjà eu un peu partout, mais qui n'était pas marqué comme tel. Et maintenant, on est beaucoup dans l'horreur à quand même avoir envie d'exister. Avoir envie d'exister comme tel. On s'est retrouvés déjà, on est quelques-unes à s'être retrouvés dans Nous parlons depuis les ténèbres. On est de plus en plus à se croiser au fil des festivals, à discuter ensemble sur Internet. Parce que maintenant, on a envie d'être visible, on a envie d'être... de pas juste dire, il y a un truc isolé, ou de pas juste dire, ce livre-là, il est sombre, mais il est bien. Mais de dire, on est là, on est plusieurs, on est ensemble. Et on a des trucs à vous dire. Et on a chacun des trucs à vous dire dans notre genre. Moi, par exemple, dans les autrices d'horreur que j'adore, il y a Morgane Cossarieux. Morgane, c'est génial. Après, par contre, Morgane, c'est vrai que là, il faut avoir le cœur bien accroché. Grosso modo, si vous avez un truc qui vous met mal à l'aise dans la vie, Morgane aime cette pauvre. Ça veut quoi ça? Même plusieurs. Oui. Donc c'est très bien écrit. Mais Morgane, pour le coup, il y a certains livres qui sont géniaux, mais qui effectivement, qui sont pour public quand même un peu averti. Voilà. Voilà, et après, par exemple, dans ce que fait Laurent Kessy chez Styx, en horreur, vous avez des trucs qui, quand même, vont vraiment vers ma fin, grosso modo, c'est le livre. Vous le commencez, c'est hyper bien écrit. Maintenant, vous le commencez dans une belle journée ensoleillée. Vous êtes super content. Normalement, à la fin, vous avez complètement le bourdon. Vous avez l'impression qu'il fait gris dehors. Mais c'est super bien fait aussi. Et voilà, il y a de très très belles relations humaines dedans. C'est super beau. Mais c'est juste, voilà. Et là, donc, Styx a publié, je sais pas quand, mais dans pas trop longtemps, par exemple, Bury Your Gaze, pour le coup, mais oui, s'il y en a qui n'ont pas vu l'info. Voilà. Après, Laurent Kessy communique surtout sur Blue Sky à peu de gens. Donc il faut le suivre sur Blue Sky si vous voulez les infos sur Styx. Ce qui est un peu dommage malgré tout pour une maison d'édition. Oui. Après, la maison d'édition communique pas mieux. Moi, je suis pas assez sur les réseaux. Tu vois. Oui. Et Bury Your Gaze, c'est tout un truc sur le monde du cinéma d'horreur qui est super bien fait, qui a tout un humour grinçant et tout. Et c'est super cool aussi. Et là, pour le coup, comment dire, vous lisez ça, non, à la fin, vous avez pas mal, quoi. Voilà, sinon, vous avez une manière très particulière d'aller mal. Mais voilà, et il y a tout ça, en fait, dans l'horreur. Et il y a de l'horreur qui est carrément fun, il y en a qui... voilà, enfin, il y en a qui est au contraire très émouvante. Il y a vraiment, vraiment tout, en fait. Et montrer cette diversité, c'est un premier pas. Et la deuxième chose, c'est de dire que cette diversité, elle existe aussi en plume française. Et ça, c'est encore compliqué. Et c'est encore compliqué parce que, notamment en France, pour l'instant, ce qui a été facile, entre guillemets, ce qui a été plus facile à publier, à mettre en avant, c'est tout ce qui est vraiment un peu elevated horror, c'est-à-dire des choses extrêmement littéraires, extrêmement poussées. Et c'est super bien que ça existe, mais il n'y a pas que ça dans l'horreur. Il y a aussi des trucs plus fun quand même. Et il y a des trucs qui peuvent tracer des références parfois un peu plus populaires, notamment avec des lacs et des chemises. C'est quoi l'histoire du lac et de la chemise? Je l'ai pas en fait. Alors ça peut faire un spoil. Ça peut faire un spoil. D'accord. Ah bah oui, c'est pour ça que je l'ai pas. C'est bon, voilà. D'accord. Voilà. Alors sinon, si vous avez des questions qui peuvent faire spoil, j'y réponds après.
Voilà. On va parler écriture parce que on est sur de la première personne au présent, comme pour l'arpenteuse, comme pour les histoires de Chet. Comment est-ce que tu choisis comment l'écrire? Le point de vue? Je sais pas. D'accord. Okay. Non mais vraiment ça se dépend, ça s'impose un peu. Alors parfois je sais pourquoi. Parce qu'il y a des livres par exemple surtout à la troisième personne, parce que ça fait référence à certaines traditions qui sont à la troisième personne. La première personne elle arrive beaucoup plus dans des trucs très contemporains. Parce que ça correspond aussi à cette ambiance très contemporaine. Donc c'est vrai que c'est pas mal pour ça. Après plutôt sur l'écriture, le gros travail ici, il y avait une première version. Où il y avait finalement, comment dire, il y avait plus de grands spectacles, il y avait plus de grosses actions, tu vois, et tout. Et d'emblée, en fait. Et il y avait plus de, on va dans du grand fantastique, feu d'artifice, tout ça, il y a des grandes scènes de baston et tout. Mais en fait, pour moi, la grande scène de bataille, c'est un peu une de mes facilités. J'en écris, je sais en écrire, alors je sais qu'il y a plein d'auteurs qui trouvent que c'est... Voilà, hein, mais ça dépend de ce qu'on aime écrire, tu vois. Moi, objectivement, écrire une grande scène de bataille, j'adore ça. Mais quelque part, j'en ai beaucoup fait, en fait. Et en fait, en parlant beaucoup avec Guilain, qui est mon éditeur chez Rajo, qui est super, bah, je me suis rendu compte que ce côté un peu feu d'artifice, hyper épique, ça allait pas à ce roman et ça lui coupait sa spécificité. Et que c'était même pas ce qui me parlait dans ce livre. Et ce qui me parlait dans ce livre, c'était justement tout ce travail sur les atmosphères, tout ce travail sur, mine de rien, les couches et les couches et les couches de secrets, de cicatrices et tout ça. Et de me concentrer, en fait, et le travail d'écriture, ça a été beaucoup d'enlever ça. D'enlever ce côté presque fantaisie, en fait, du livre, pour vraiment rajouter, ou plutôt réécrire avec cette atmosphère, cette horreur, ces cauchemars qui montent, cette angoisse qui monte, cette ambiance enveloppante, et vraiment aussi creuser toutes les couches et les couches de secrets et de malédiction des personnages. Parce qu'en fait, il y a des personnages, j'avais l'impression de les avoir travaillés, tu vois, mais j'avais fait que les effleurer, et en creusant vraiment leur passé et d'où ils venaient. Et là, je me suis dit, en fait, il y a beaucoup moins de personnages dans cette version, dans la toute première. Donc là, j'ai sabré du personnage. Mais pour vraiment donner toute leur place et toute leur chair à ceux qui restent. Et ça a été quelque part le travail sur ce livre. Ça a été, disons, j'ai déjà fait des romans qui allaient vers l'horreur. J'ai fait Hollywood Monsters qui parle de cinéma de monstres en jeunesse avec donc mon co-auteur Fabien Légeron qui m'a aidé à porter mes sacs jusqu'ici. J'ai fait donc Ouijigo qui est un roman historique avec de l'horreur aussi dedans, donc un gros côté roman d'horreur. Maintenant, ça c'est le premier qui est pensé, tu vois, comme un roman d'horreur avant tout. Et donc quelque part, c'est dans ce roman que je me suis, à mes propres yeux, assumée comme autrice d'horreur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et c'était pas juste une des composantes du roman, mais c'était son identité de base, c'était son ADN, c'était d'être un roman d'horreur. Et avec des bouts de folk horror aussi, parce que j'aime bien le folk horror. Mais voilà, avec... Et quelle horreur moi je voulais écrire en fait. Et finalement, bah, c'est... Disons, c'est quelque chose que j'aime bien. Moi, voilà, je n'avais pas une idée. Je sais qu'il y a des gens qui veulent être auteurs depuis leurs 10 ans, tu vois. Et moi, je suis arrivée là un peu par hasard. Avec ma petite nouvelle, avec ma sortie de la Fémis, avec normalement j'étais scénariste, je faisais du théâtre, tu vois. Et j'ai eu la chance de pouvoir expérimenter plein de choses. Mais maintenant, chaque fois, j'ai eu la chance de faire des livres qui ont compté pour moi, qui continuent à vivre, même des années après, et ça c'est super important. Donc je me suis déjà posé beaucoup de questions littéraires, mais j'ai eu la chance aussi de faire des vraies bonnes études littéraires, donc en partie à cause d'un pari perdu contre mon frère, mais mine de rien je les ai faites. Mais donc c'est vrai que assez vite je me suis bien posé des questions de style, de narration et tout ça, toujours au service de l'histoire, parce que c'est ça qui m'intéresse. Mais là aussi, maintenant, et je pense que ce roman, il a marqué une sorte de tournant pour moi, parce que c'est le premier où je me suis posé consciemment la question. Vraiment, je me suis posée en disant, quelle autrice d'horreur je veux être, et quelque part, c'est aussi quelle autrice je veux être maintenant. Où je vais maintenant, en fait. Et là, c'est un peu le travail, notamment, que j'ai fait avec Guilain sur ce livre. Ça m'a permis de trouver ça. Et de me dire, par exemple, non, j'ai pas besoin de faire forcément une grande scène de bataille pour que les gens les accrochent. Oui, je peux me permettre de creuser vraiment l'histoire de mes personnages et même elle va être plus forte, tu vois. Et j'ai toujours dit qu'il fallait faire confiance au lecteur et je pense que je l'ai fait dans mes autres livres.
Mais c'est vrai que là, consciemment, je me suis mis à dire quelle autrice d'horreur je veux être avec ce livre et comment la suivre. Si c'est pas clair ce que je dis, il faut me le dire. Mais bah, c'est vrai qu'on peut justement avoir peur d'une certaine partie de l'horreur. Et là, c'est un livre qui Après, au départ, nous prend par la main. Bah, personnellement, moi, je ne peux pas lire du Morgan. Sérieux, je reste traumatisée. Et voilà. Donc, donc là, c'est un livre pour les gens aussi qui auraient peur de se dire que l'horreur, c'est obligatoirement monstrueux. Bah après, comment dire, alors, moi, je veux faire des livres que... Notamment, ma tante Chantal pourrait lire. Ma tante Chantal, c'est ma tante cool, elle adore lire. Elle lit de tout, elle est géniale. Voilà, donc elle n'est pas sur Instagram pour ça, mais voilà, et c'est vrai qu'elle, c'est une actrice qui est super curieuse, donc elle va aussi bien lire des trucs super weird que de la littérature blanche, que du fantastique. Enfin, vraiment, elle lit tout ce qui lui tombe sous la main. C'est une des raisons pour lesquelles on s'entend. Mais justement, je veux des livres, oui, voilà, et c'est super cool que l'horreur extrême, elle existe. Moi-même, je suis hyper cliente d'horreur extrême. Je suis le public cible de l'horreur extrême, je l'adore, je l'aime d'amour. Maintenant, c'est pas ce que moi, je me vois écrire, tu vois. Et en même temps, c'est vrai que c'est peut-être pour ça que j'étais partie, je te dis, sur des côtés plus grand spectacle et tout ça au début. Et que finalement, j'ai beaucoup plus creusé les enjeux humains du livre. Et voilà, mais je pense... Après, on verra, c'est vous les juges. Mais je pense que justement, cet amour que j'ai pour les ambiances, cet amour que j'ai pour les personnages qui ont des couches et des couches et des couches de secrets, bah, il peut aussi bien faire entrer plein de lecteurs que des grandes scènes d'action finalement. Ou que des... Voilà, enfin... Ou qu'un rythme un peu haletant tout le temps, ou tout ça. Donc je pense qu'il y a ça. Et c'est vrai que là, je m'aperçois... Donc, petit confession time, si je peux me permettre. Non, mais parce que, là, voilà, je rentre de quelques jours en Bretagne, j'ai revu plein de gens cool, et c'était mon anniversaire, mais surtout, comment dire, c'est très bête, mais voilà, moi, c'était pas prévu que je sois autrice. Et en fait, là, j'ai réalisé un truc, vraiment, juste avant donc la sortie officielle de Cicatrice, et aussi avec tout ce qui s'est passé à l'Ouest Hurlant, qui était super cool. Betty, si tu m'entends, c'était super cool. Et que, en fait, maintenant... Enfin voilà, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup fait de trucs depuis que j'ai commencé à écrire des romans, j'ai couru partout, j'ai fait plein de festivals incroyables, j'ai rencontré des gens sublimes et il y en a qui sont devenus des amis et j'ai une chance énorme. Mais je m'ai toujours dit, et puis à un moment je vais me poser et je vais me poser et je vais me demander quelle est ma place, où je vais m'en... Et en fait ce week-end je me suis dit, mais non, je me suis rendu compte, j'ai une sorte de réalisation, mais non en fait ma place c'est ça, c'est d'être autrice. Et je suis déjà à ma place. Et j'ai pas à attendre le moment où je pourrais me poser pour réfléchir sur le monde. En plus, je suis nulle pour l'introspection. Mais je pourrais me dire où je suis. Et en fait, oui, je suis à ma place en tant qu'autrice avec les univers que j'écris, que j'amène. Et voilà, et quelque part, le parcours de May qui arrive à Sismos un peu par hasard, mais qui va résonner finalement avec ce nouvel univers et qui va y trouver sa manière d'être chez elle. Bah, je me suis rendu compte, mais souvent je me rends compte de ce que j'écris parfois 3 ans après avoir écrit les livres. Donc là c'est bien, c'est au moment de la sortie, ça va. Et mais oui, le parcours de May, bah, quelque part c'est un peu beaucoup moins dramatique, mais il y a un peu du mien en fait. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans un endroit où je devais pas forcément aller dans ce que j'avais prévu dans ma vie. Et en fait, ben, peu à peu, de manière assez chaotique, voilà, enfin, quelque part, j'ai trouvé ma manière d'être moi-même et de faire ma place et tout. Et grâce aussi à tous les gens que j'ai rencontrés en chemin, sauf que dedans, il y avait notamment pas de sorcier millénaire maudit avec un cœur corrompu qui sent la viande faisandée, ce qui est mieux pour l'odeur dans l'appartement. On y perd peut-être un peu en imagerie, par contre. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Je suis sûre qu'il y en a. N'ayez pas peur. Il faut juste se lancer. Une fois que quelqu'un se sera lancé, une fois que quelqu'un se sera lancé, tout le monde aura des questions. Après, c'est vrai que pour des questions avec spoil, vous venez me voir à la fin. Oui, voilà. Oui, mais en même temps, avec spoil, vu qu'ils n'ont pas lu le bouquin, oui, non, mais plus rare. Oui, non, mais si c'est une question, tu vois, qui pourrait faire un spoil. Oui. Sérieusement? Personne n'a de questions? Ouais, j'ai une question qui est plus une question bêtement pratique. Le nom de la collection New Adult, ça s'adresse à
Une tranche d'âge, comment ça se passe? C'est très compliqué. Ah, désolé. Personne n'y comprend rien, mais c'est normal. Nous, comme on est au départ un éditeur jeunesse, on a voulu, on a voulu bien montrer que ces titres New Adult, il y avait possiblement des scènes explicites, surtout c'était des thématiques des personnages qui étaient plutôt des adultes, donc qui pouvaient parler plutôt aussi à des lecteurs adultes. Nous, c'est important pour nous de dire attention, voilà, c'est pas du 8-12, on a beaucoup de 8-12, il ne faut pas que nos lecteurs ils se trompent. Après, donc, on met en nu adulte, c'est plutôt, on met des personnes majeures, 18+. Après, il y a de nombreux textes qu'on publie dans cette collection. Je pense qu'à partir de 16 ans, il n'y a aucun problème pour les lire. Et, je sais pas, Estelle, oui, cicatrice, à partir de 16 ans, voilà, 16 ans, comme les textes un peu sombres, ça va. Parce qu'en plus, il n'y a pas du gros gore et tout. Mais par contre, ce que j'aime bien dans la manière dont on gère Rajo, c'est que moi, j'écris du young adulte. Donc, voilà, chez Rajo. Et quand j'écris du young adulte, je sais pas pareil ce qu'en pense l'éditrice, mais je sais que mon young adulte, il y a des mômes de 10-12 ans pour lecteurs qui vont pouvoir le lire. Donc quand j'écris du young adulte, je vais avoir aucune scène qui puisse choquer un lecteur de 10 ans, bon lecteur de 12 ans. Parce qu'en fait, nous, toujours pareil, nous en tout cas c'est comme ça qu'on voit le young adulte, c'est-à-dire que c'est vraiment ce truc, nous on est un éditeur jeunesse, donc le young adulte pour nous c'est la route de l'ado en fait. Et donc on s'est toujours dit, oui le young adulte, il y a des adultes qui le lisent, mais au départ on a un public ado qui doit pouvoir aussi lire ces textes, donc ça veut dire que potentiellement il y a des choses qu'on ne mettra pas forcément là. Donc voilà, c'est ado, young adulte, comme tu le dis. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans le young adulte et qui fait que j'en écris autant, c'est que mine de rien, il y a cette accessibilité à plein de lectorats dont j'ai parlé. Parce que le young adulte, pour moi, et je vois d'un lectorat adulte qui vient aussi, parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir rentrer dedans facilement. Donc, et très souvent aussi, il y a des thématiques qui sont quand même des thématiques fortes, très contemporaines, même quand on écrit des trucs qui se passent au 19e siècle. Il y a des personnages avec de la diversité, il y a des enjeux, très concrets. Et mine de rien aussi, dans le young adulte, par exemple, il y a beaucoup de gothique, de dark academia, de littérature sombre qui me parlent, qui ont pu avoir un vrai renouveau grâce au young adulte. Donc, parce que justement, ça, ça ranime des genres, quand même, des genres grand public un peu sombres, parce que comme ça s'adresse quand même avant tout à des ados, je pense qu'on est beaucoup d'ados à avoir cherché des textes sombres et à avoir cherché des univers sombres et avoir écouté des chansons sombres. Là, en regardant le brouillard dehors en novembre. Je pense que je n'étais pas la seule, c'est ça. Et donc, mine de rien, c'est vrai que pour ça, le young adulte, ça a vraiment permis de faire un vrai renouveau de ces littératures et surtout un renouveau qui a dépassé les niches dans lesquelles c'était un peu resté en adulte, surtout en France. Et puis, j'adore toujours le young adulte pour plein de raisons, et notamment pour tout ça. Et en fait, pour moi, le new adult permet d'avoir quand même toujours ce côté renouveau des littératures sombres, accessibilité et tout, mais pour un public, on va dire 16+, quoi, en fait, le public du cinéma d'horreur, ce public-là. Et par contre, quand j'écris Hollywood Monsters, par exemple, ça a des côtés horreur, mais c'est l'horreur vraiment jeunesse, pour le coup, c'est du 12+. Et donc, très clairement, il y a, il y a des choses que j'ai écrites dans Sismos que je ne mettrai pas dedans. Et de toute manière, les personnages aussi, il y a une gamine de 12 ans, un ado de 16, là, May, elle a 24 ans, et elle a des problématiques très concrètes, comme par exemple, mine de rien, gagner sa vie, c'est un peu important. Qui sont moins les problématiques, par exemple, de quelqu'un qui est dans une école de magie. Voilà. Donc c'est ce genre de choses, en fait. Et c'est vrai que pour moi, encore une fois, c'est pour ça que c'est un terrain de jeu qui, je trouve, est super intéressant à explorer, qui, j'ai l'impression, quand même, commence un peu à trouver une place en France, même si c'est pas facile. Mais je vois, même le young adulte, on n'est pas encore, là, ici, on est dans la bulle merveilleuse du nuage vert. J'aime tellement. Mais ce que je vois, c'est par exemple, quand je fais des festivals comme Westurland, comme les Imaginales, le young adulte, vraiment, on est super bien accueillis. On est chez nous, on a notre place. C'est hyper cool. Après, moi, je fais aussi des festivals généralistes avec mes romans jeunesse, mais aussi ados, young adulte, etc. Et là, c'est vrai que dans les festivals généralistes, à peu près quasiment tout le temps, j'ai pas assez de livres de young adulte par rapport à ce que j'aurais pu vendre, parce que simplement, les gens ne me connaissent pas encore assez. Il y a plein de libraires généralistes
connaissent pas encore assez le young adulte, qui connaissent pas ce qu'on est vraiment, la force de frappe qu'on peut avoir. Et on est un peu, ces gens qui écrivent des petits machins pour ados, et sauf qu'on est plus simplement ça, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu, il y a des festivals généralistes, enfin je veux dire, on se retrouve au fond, là près du mur du fond et tout, avec une petite pile de livres qui nous tiendra certainement pas jusqu'à la fin du festival, voire même pas jusqu'au dimanche. Et après, oui, ça a l'air d'être un peu un ranting, mais pour moi, c'est de toute manière, c'est aussi pour ça que je vais dans ces festivals, je pense que ça nous fait connaître, et qu'on peut pas changer le monde en 2 jours, quoi, mais en allant les voir, en discutant, en montrant aussi c'est pas forcément parce qu'on écrit, pas parce qu'il y a marqué young adult ou new adult qu'on a des thématiques stupides en fait, ou qu'on reste à la surface des choses. C'est d'autres manières d'écrire, mais c'est aussi légitime en fait. Et mine de rien, je pense qu'on peut faire bouger les choses petit à petit. Et justement, en amenant une littérature un peu moins sage, un peu moins policée par moments. Et disons, pour moi, les 2 gros risques qu'il y a sur l'horreur en France, c'est la méconnaissance, la caricature dont j'ai parlé, et le fait qu'il y ait des libraires qui disent de toute manière c'est pas pour moi parce que c'est trop trash, parce que tout ça. Ou le côté de vouloir le faire entrer dans quelque chose de très sage, de très policé, de très littéraire, qui quelque part lui enlève une partie de ses racines. Et pour moi, l'horreur, déjà, je la conçois pas, tu vois, sans le cinéma d'horreur, sans les séries, sans le côté série B, sans le jeu vidéo d'horreur. Enfin, j'ai des inspirations dans tout ça, quoi. Et voilà, bon, quand on me dit des brumes dans l'horreur, je vais aussi penser à Fog de Carpenter, je vais aussi penser à Silent Hill. Je vais pas penser forcément qu'à des romans, en fait. Et je vais penser à des romans aussi, mais c'est plus large. Et donc, voilà, c'est des choses dont j'ai pas envie de me couper, parce que de toute manière, ça fait partie aussi de mes imaginaires. Et voilà, si on arrive à éviter un peu ces 2 trucs-là, je pense qu'on peut construire quelque chose d'intéressant en horreur, qui sera pas la nouvelle romantaisie quand même, je pense. On va être honnête. Hein. Quoi mais qui peut être justement un peu plus solide aussi sur ses appuis, parce qu'on peut le construire de manière un peu plus solide sur ses appuis, et sans que tout le monde se mette à en faire dans tous les sens, et qu'objectivement il y a quand même pas mal de livres qui se plantent. Parce qu'en romantaisie, maintenant, il y a des grands succès, mais il y a aussi des gros plantages quand même, parce que tout le monde veut tellement en faire que, au bout d'un moment, le monde est trop petit, quoi. Enfin, voilà. Et donc, moi, mon idéal serait qu'on avance de manière un peu plus, quand même, un peu plus pérenne en horreur. C'est pas gagné, mais en tout cas, il y a plein de bonne volonté. Et ce qui est cool aussi, c'est ce que je vois dans les auteurs et les autrices d'horreur que je connais, c'est qu'on quand même on est très divers, on a plein de versions complémentaires des choses, de visions complémentaires des choses, et aujourd'hui on trouve notre place chez des éditeurs qui sont complémentaires les uns des autres. Et ça c'est plutôt encourageant. Et disons, ce que j'aime bien, c'est qu'on n'est pas un paysage qui va se réduire à un éditeur se spécialise dans l'horreur, avec une collection, mais qui quelque part, disons ce qu'on a en France de cool par rapport à beaucoup de choses dans le paysage anglo-saxon, c'est qu'on a quand même une vraie diversité dans l'imaginaire. Et des lecteurs qui sont méga curieux, qui vont passer d'un genre à l'autre, qui vont passer d'un personnage à l'autre, qui vont lire une novella, et puis ensuite une saga en 6 tomes, et des éditeurs qui ne cherchent pas à nous cadrer. Et ce que je vois, c'est certaines des collègues donc anglaises ou américaines, c'est en gros, ouais super, toi t'es connu donc en fantasy young adult, et tu restes dans la fantasy young adult. T'es connu en dystopie, super, tu vas rester dans la dystopie. Et nous, on n'a vraiment pas ça. Et je crois que j'en ai parlé lors de d'autres. Sur dédicace ici. Oui, probablement. Et ça, c'est une force qu'on peut amener en horreur, en faisant un paysage vraiment divers, comme on est beaucoup à aimer. Et justement en apportant chacun nos différences, nos spécificités, nos manières de voir les choses. Et voilà, avec Morgane Cossarieux, donc pour le body horror extrême et trash, avec au contraire donc des autrices qui vont aller vraiment beaucoup plus vers des choses très gothiques, ou vers des choses très contemplatives, ou vers des trucs vraiment voilà, plus jeunesse aussi, avec ce que fait donc Vincent Mondieu avec Nocturne. Enfin, il y a plein de choses quoi, qui peuvent avec des trucs plus série B, avec des trucs donc voilà, plus aussi réécriture sombre de contes et tout ça. Et là, il y a des autrices qui en font déjà, qui en ont fait dans la petite édition, qui j'espère vont trouver de plus en plus de place. Donc voilà, et notamment donc, pour les univers sombres, petit clin d'œil à Magali Lefebvre, si tu nous écoutes, il faut retrouver des places pour tes romans. Une des autrices cool du Chat Noir. Elle écrit très bien. Aussi, mine de rien, dans les autrices de Lanto, une qui était toute jeune à l'époque et qui fait un très très chouette parcours,
donc avec une chouette duologie ado. Young adulte, c'est Lizzie Felton. Lizzie, pareil, voilà, avec Joanna Marine, sa co-autrice, et Lizzie, elle écrit du sombre et elle écrit bien, avec quelqu'un qui fait des tellement beaux univers gothiques. Donc c'est Manon Ségur qui fait du gothique, avec un moment en plus des touches d'un humour grinçant. J'aime tellement ce qu'elle fait. On est d'accord, on est plusieurs à l'avoir lu dans la salle. Voilà, et donc, et c'est que des trucs différents, enfin... Voilà, et ça va des plus accessibles à quand même des trucs qui font un peu plus mal, à des trucs qui sont limite des petits bonbons remonte morale pour ceux qui aiment vraiment les ambiances gothiques, et tout ça, c'est ensemble en fait. Et oui, il y a quand même aussi des auteurs hommes qui écrivent de l'horreur. Voilà, donc voilà, donc quand même petite dédicace à Nicolas Martin et à Vincent Tassi, voilà, parce que non, on ne vous oublie pas. Mais voilà, non mais c'est vrai, et Nicolas Martin qui lui parle beaucoup de références cinématographiques, notamment pour construire ses univers. Vincent Tassi qui est une grande plume gothique, alors là, si vous aimez les styles hyper travailler, retravailler tout ça, et en même temps il est capable de faire des parodies d'Entretien avec un vampire, avec Mandel Costa-Rica, enfin bon, ils sont très multicartes ces gens-là. Mais voilà, en tout cas, on a des gens pour toutes les littératures sombres, on en a déjà. J'espère qu'on les mettra plus en avant, j'espère qu'on leur permettra de se développer, d'exister davantage. Et c'est tout ce que je veux. Bon, si vous avez des questions, vous pourrez les poser pendant la dédicace. Ah, si je peux dire un dernier truc. Donc quand même, l'un des éditeurs qui a fait beaucoup pour faire vivre les littératures sombres en France à une époque où il n'y en avait pas beaucoup. C'est donc les éditions du Chat Noir, et là, de ce que j'ai lu, ils ferment leur commande le 15 mai. Donc écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon, merci beaucoup Estelle d'être venue nous parler de Cicatrices. Merci aux éditions Rajo, en plus c'était là. Merci au super public d'être là, et ça fait tellement... Voilà. C'est, comme je vous dis, je pense que c'est un roman qui, je m'y attendais pas. En fait, pour moi, ça avait dû être un petit projet un peu simple. Et en fait, c'est devenu vraiment... Et ça reste, quand même, ça reste un roman d'horreur qui est pas très gros. Hein. Et avec, j'espère, quelques scènes un peu fun. Voilà. Et il y a notamment, il y a un goûter avec des moines morts. Ouais, c'est parce que mon co-auteur, mon bêta-lecteur, qui est mon meilleur ami, voilà, Jérôme, si tu écoutes, il adore les histoires avec des moines. Oui, ils sont morts. Oui, ils sont morts. Ouais, mais vu comment ils étaient dans ma vie, tu vois, je suis pas sûre que ça soit une grosse perte pour l'histoire. Non, alors Jérôme, il aime bien l'histoire avec des moines pas forcément morts. Hein. C'est le côté mort possible. Le mort, pour moi, c'est un peu. Voilà. Ah, bon, après, de toute manière. Mais voilà, donc c'est. Ça reste un roman d'horreur qui, j'espère, est dans les romans d'horreur un peu sympa à lire. Et paradoxalement, c'est pas de la. Ça n'a pas l'air de grande littérature méga ambitieuse, mais mine de rien, je pense que c'est un roman qui a compté pour moi, parce que voilà, c'est vraiment qui m'a fait un peu prendre conscience que, quelque part, comme elle, j'avais, d'une manière bizarre mais chaotique, mine de rien, j'avais trouvé ma place dans un monde qui me correspondait.